Bonsoir. Rappelez-vous le 17 décembre 2010, ce jour qui restera dans l'histoire du monde pour avoir donné à l'humanité souffrante ce flamboyant exemple de résistance et de résilience de tout un peuple face à un des régimes policiers les plus durs de l'histoire. C'était en Tunisie. Quelques jours après que Mohamed Bouazizi, Rabbi yarhamou, un jeune vendeur ambulant, se soit immolé par le feu. Ce fut une véritable révolution, un renversement intégral et massif de tout le système dans toutes ses déclinaisons. La révolution de jasmin, la fleur emblématique de ce pays, un peu comme pour rappeler la révolution des œillets au Portugal. À la différence que pour la Tunisie, ce fut le peuple tunisien et non pas son armée qui a pris son destin en main. Les Tunisiens se montrent un peu agacés par cette appellation de révolution de jasmin. Ils lui préfèrent celle de révolution de la dignité. Thawrat al-Karama. Ce fut donc comme une traînée de poudre, l'explosion de la dignité la plus massive, la plus pacifique et la plus spectaculaire jamais observée dans ce genre d'événement. Nous pensions tous que les populations tunisiennes, comme on dit, avaient été pacifiées, dans le sens de lobotomiser, que le pouvoir avait extirpé de l'âme tunisienne le moindre ressort de sursaut, la moindre aspiration à la dignité. Et ce fut justement l'occasion pour le monde entier de se rappeler qu'il ne faut jamais désespérer du génie des peuples, de leur résilience. Cette véritable révolution populaire fut d'une telle force, d'une telle ampleur, d'une telle exemplarité, d'une telle conscience politique qu'elle inspira très vite des peuples entiers dans le monde arabe ou dit arabe. Partout où sévissent les despotes d'un autre âge, les peuples se sont dressés contre leurs bourreaux. Le despote tunisien n'a pas eu d'autre choix que de s'enfuir. L'armée tunisienne a joué un rôle admirable que l'histoire retiendra certainement. La seule armée du monde arabe, au monde arabe, qui n'a pas profité d'un moment aussi propice pour prendre le pouvoir. Bien au contraire. C'est grâce à elle qu'il n'y eut pas de carnage. Et c'est grâce à elle que le pouvoir est revenu au peuple, malheureusement, avant de prendre des chemins qui allaient l'éloigner de ce dont elle rêvait, la population tunisienne. Mais les fruits de cette révolution allaient être volés. Le despote n'était plus sur les lieux, mais ses alliés naturels allaient pouvoir infecter cette merveilleuse aventure. Ils allaient la faire dégénérer, jusqu'à parfois faire regretter la dictature et c'est dire toute la nuisance des forces réactionnaires quand elles s'ébranlent dans ce genre d'événements. Aujourd'hui, de Charybde en Scylla, de catastrophe en catastrophe, moins gravement cependant que dans les autres pays qui avaient tenté de renverser leurs despotes respectifs et qui allaient se retrouver en enfer, jusqu'à aujourd'hui, la Tunisie semble s'être relevée de son naufrage. Elle est encore dans la rue,
déterminé à chasser l'actuel président, entré en légitimité parce qu'il avait laissé croire en des lendemains meilleurs pour ce pays maltraité, mais qui s'est avéré un tyran halluciné, peut-être gravement atteint. Les Tunisiens sont donc redescendus dans la rue avec leur discipline, leur pacifisme, leur haute conscience politique habituelle, avec quasiment un seul mot d'ordre, en fait un seul mot, dégage. Mais c'était compté sans certaines forces mauvaises, de l'intérieur ou étrangères, qui tentent de prendre la direction de la mobilisation, de la menacer, de la contraindre, de la faire dégénérer, de la détourner. C'est le cas, entre autres, de deux forces mauvaises, celle des Émirats et celle du régime algérien. Pendant que les premiers procèdent comme à leur habitude pour tenter de prendre le contrôle de la révolution tunisienne, le régime algérien fait feu de tout bois pour la faire passer pour un coup tordu des Émirats et du Mrzen, nous dit-il. Les deux dans une attitude de mépris pour le peuple tunisien, dont la haute conscience politique ne fait pourtant de doute pour personne. Les Tunisiens veulent se réapproprier leur destin. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi sur le plateau Mohamed Bakir, analyste politique, militant pour la démocratie. Mohamed, merci d'être des nôtres. Merci. Et en visio, Dr Hassan Hersh, économiste, écrivain, militant pour la démocratie. Hassan Hersh, merci d'être des nôtres. Merci pour l'invitation. Je vous salue tous les deux sur le plateau. Heureux de vous retrouver. Je salue toute votre équipe et je salue naturellement tous les téléspectateurs. Merci. Alors, Hassan Hersh, Mohamed Bakir vous a salué, vous ne l'avez peut-être pas entendu. Alors, je ne l'entends pas très bien. Il faut qu'il s'approche peut-être du micro ou je ne sais pas quoi. Je veux faire l'effort. Voilà, très bien. Hassan, on va commencer par vous. D'abord, vous savez que la révolution de la dignité, Thawra al-Karama, comme préfèrent le dire les Tunisiens, ou la révolution de Jasmin, comme nous le disons nous-mêmes, a un peu été dévoyée pour le moins, n'a pas abouti, malheureusement. La preuve, c'est qu'elle a tellement mal fini qu'aujourd'hui, elle a un Kais Saïd à sa tête qui ne fait vraiment pas l'unanimité et qui s'avère un peu, j'allais dire, un peu allumé même. Hein. C'est l'impression qu'il a laissée à tout le monde. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est cette fatalité qui fait que des peuples comme les nôtres, comme la Tunisie, l'Algérie, un peu partout dans le monde, des peuples se soumettent, contraints et forcés, il faut le dire, à leurs despotes, et lorsqu'il arrive, comme par miracle, qu'ils se mettent tous d'accord, qu'ils se lèvent comme un seul homme, comme le Hirak algérien par exemple, qui étonnent le monde par leur mobilisation, par leur présence, par leur civisme, par leur capacité politique à comprendre l'événement et à le faire agir. Quelle est donc cette fatalité, Hassan Hersh, qui fait que ça finit toujours très mal? Oui, c'est une question extrêmement difficile, mais si vous permettez, M. Benchenouf, juste en 2 phrases, rappeler mon premier contact avec la Tunisie. Après, je réponds à votre question. C'était en 1973, il y avait un festival international du théâtre à Tunis, et l'Algérie était invitée. Nous avions une pièce
de Katb Yassine qui était prête. Nous sommes allés là-bas, je vous fais grâce des détails, et nous avons joué la pièce en berbère, et nous avons eu le deuxième prix des festivals, le premier ayant été accordé aux Palestiniens, donc de façon symbolique. Voilà, donc les Tunisiens nous avaient vraiment accueillis chaleureusement avec notre pièce jouée en Tamazight. Voilà. Alors maintenant, oui. Votre question est évidemment difficile parce que elle mérite plusieurs faisceaux d'explications. Alors, dans un premier temps, quand on observe les révolutions dans le monde, malheureusement, elles ne réussissent pas toujours du premier coup. Quand on regarde la révolution russe, la révolution française, à titre d'exemple, mais aussi la révolution anglaise et d'autres de par le monde, il y a un succès, ensuite un échec, ça reprend, ensuite succès, échec. C'est vraiment une histoire, on va dire, qui se déroule avec des périodes heureuses et puis des périodes malheureuses, selon évidemment les forces en présence, selon les contextes, selon évidemment les ingérences étrangères, selon, comme vous l'avez souligné dans votre introduction et à juste titre, selon les positions des forces de l'ordre, notamment l'armée, la police, l'armée, les services de renseignement, mais surtout l'armée, effectivement. Donc le cas de la Tunisie, il est un petit peu semblable au nôtre. Donc, à leur indépendance, en 1956, tout de suite, Bourguiba s'est avéré évidemment un homme ouvert, moderne, etc. Il a donné beaucoup de droits, notamment aux femmes, mais il était quand même un autocrate. Et tout devait passer par lui. Il n'y avait pas d'instauration d'un système démocratique. Et puis, on a vu comment il a été déposé par un de ses plus proches, colonel, qui est devenu général. Et lequel général qui a promis une liberté, une libération de toutes les forces en présence en Tunisie, un changement radical, positif, qu'il allait donner la parole au peuple tunisien. Et puis, petit à petit, c'est devenu évidemment un pouvoir autocratique, un pouvoir familial, une espèce de monarchie républicaine. Et l'histoire a bien vu que ça n'a pas duré éternellement, puisque vous avez parlé effectivement de cette année où le peuple tunisien a vu un de ses fils s'immolé par le feu parce que non seulement il vivait dans la misère, il vivait avec très peu de vendeurs de poissons, mais aussi il a été molesté par un agent de police, je crois une femme d'ailleurs. Il a été humilié et puis suite à cette immolation, évidemment plus que symbolique, ça a donné l'étincelle que tout le monde connaît. Donc tout le monde s'attendait évidemment à un changement radical parce que les manifestations, la prise de parole des différents courants politiques tunisiens et l'émergence de deux courants, islamistes d'un côté autour de Nada et puis démocrates de l'autre autour de Nida Tounsi, je crois que ça s'appelle comme ça, Tunis, Nida Tunis, avec Monsef Marzouki. J'ai eu le plaisir de connaître dans les années 80 et il avait soutenu le mouvement culturel à Nazir, le soulèvement de 80 en Kabylie et à Alger. Et donc, il y avait évidemment beaucoup de difficultés. On a reproché à Monsef Marzouki de s'allier avec Nada, etc. Mais toujours est-il qu'il y a eu une constitution absolument moderniste, absolument démocratique. C'était d'ailleurs une assemblée constituante qu'il avait rédigée et donc votée. Et malheureusement, ça a préparé non pas une démocratie dans ce pays frère, voisin,
mais l'arrivée de Saïd Kaïs qui promis tant de choses et qui a fini par devenir un dictateur, un autocrate et qui a non seulement changé la constitution, non seulement s'est arrogé tous les pouvoirs, mais aussi a procédé à la répression. Et on assiste aujourd'hui à l'emprisonnement de plus de 100 prisonniers politiques, dont certains d'entre eux étaient des acteurs éminents du changement à Tunis. Voilà grosso modo ce que je peux dire aujourd'hui. Il va de soi qu'il y a des forces rétrogrades internes, mais aussi des forces extérieures, des influences extérieures. Ça, c'est évident. Vous avez cité l'Algérie et les Émirats arabes unis. Je pense qu'il faut citer aussi l'Égypte, la Turquie, mais aussi la France, les États-Unis. Merci. Merci Hassan. On se souvient que les premières manifestations, la France, à travers la ministre de la Défense, avait proposé de donner des armes à la police tunisienne pour réprimer les manifestations au lieu d'encourager le courant démocratique. Alors, nous allons revenir vers vous dans un moment. Hassan, merci pour cette longue explication. Avant de donner la parole à Mohamed Bakir, nous allons voir quelques images de titrailles de journaux pour vous mettre un peu dans le bain. Et puis, alors, donc, nous allons voir donc quelques... Et puis, nous verrons aussi quelques images très, très parlantes. Elles ne sont pas prêtes, les images. Alors, Mohamed. Alors, même question que celle pour Hassan. C'est un moment particulier dans notre histoire, la révolution du jasmin. Ça a fait naître énormément d'espoir. Et il me semble que c'est un cas d'école que nous n'avons pas encore étudié, dont nous n'avons pas encore tiré toutes les leçons. D'abord, moi j'ai une sensibilité particulière par rapport à ces moments-là, c'est-à-dire que l'image de comment il s'appelle, de Bouazizi, est une image qui est marquante. Oui. Et généralement, dans les moments de convulsion des sociétés, il y a toujours des images de ce type. Au niveau du RIF, il y a eu Fkiri, Mohsin Fkiri. Le fameux qui est tombé dans une benne à qu'ils ont voulu broyer dans une benne à ordures. Voilà. On a eu aussi l'Ayashi Mahjoubi qui était tombé dans un puits artésien. Oui, juste avant le Hirak, et je pense que c'est un moment qui a beaucoup travaillé la société algérienne, que ça participait de l'ampleur qu'a pris le Hirak. Alors, pardon, moi, nous allons voir ces images, elles sont prêtes, et je reviens à vous. Allons-y. Alors, cet agent zélé du Makhzen et des Émiratis, c'est très, très, très parlant. Je vous laisse poursuivre. Donc, c'est des personnes, c'est des figures comme ça qui sont marquantes, qui sont liées à ces moments-là, exactement comme l'image du jeune Yitou, Ramzi Yitou, qui avait été tabassé à Tafoura et qui est décédé quelques jours après, le 19 avril 2019, à Mustafa Bacha, qui est un petit jeune qui venait de terminer la manif et une escouade de policiers s'est déchaînée sur lui, il l'a laissé pour mort. Et généralement, dans ces moments d'histoire, on oublie souvent ces petits gens. On oublie souvent ces noms-là, qui sont des noms de simples gens qui payent de leur vie
des moments qui parfois aboutissent, parfois n'aboutissent pas. La révolution du jasmin, à l'évidence, n'a pas abouti à sa finalité, n'a pas connu le succès qu'elle devait connaître. C'est vrai que l'aboutissement qui aurait dû être le sien, ça veut dire espérer. C'est vrai que Ben Ali harab. Oui. C'est vrai que Ben Ali harab, que son épouse aussi harbat, qu'ils ont été recueillis par l'Arabie Saoudite. Et là, on voit un certain nombre de jeux qui peuvent exister au niveau de notre région. Mais la succession des événements devrait nous interpeller. Oui. Elle devrait nous interpeller. Pourquoi? Parce que c'est une expérience, Hassan y a fait allusion, c'est une expérience où une constituante a été mise en œuvre. Oui. Elle a été mise en œuvre. Il serait intéressant de connaître l'expérience et d'en tirer des leçons. Oui. Est-ce que une constituante, ce qui veut dire que la manière avec laquelle elle a été engagée, la manière avec laquelle ces travaux ont été conduits, le sort qui a été réservé à la Constitution qui en était issu, les jeux politiques qui se sont développés à côté, tout ça, ça devrait être des choses qu'on devrait nous approprier et sur lesquelles on devrait réfléchir. Qu'on ne doit pas se limiter à la surface. Il faudrait vraiment qu'on s'approprie l'expérience. Oui. Nous-mêmes, nous parlons d'une transition démocratique pour notre pays. Oui. Et dans les vocables qui ont été transition utilisés, démocratique qui a été qualifiée par la revendication qui a été qualifiée par Tebboune comme de la haute trahison. Oui, c'est très juste. Oui. Parce que ça dépend de quel point de vue vous vous mettez. Hein. Oui, pour Tebboune, c'est de la haute trahison que de parler de transition seulement. Du point de vue de Mouradia et des Tagana, c'est de la haute trahison, ça j'en suis certain. Oui. Mais de notre point de vue, c'est le salut de notre pays. Oui. Donc c'est pas les mêmes points de vue, c'est évident. Parmi les vocables qui sont utilisés, il y a celui de transition, justement. Oui. Or, si on veut être sérieux, on doit étudier les expériences de transition qui existent dans notre voisinage. Oui. Et l'expérience tunisienne est une expérience essentielle. Sauf qu'elle n'a pas abouti. Oui. Non plus. Il y a des révolutions qui n'aboutissent pas. C'était l'objet de ma question. Oui. Mohamed, parce qu'on doit passer absolument à autre chose. Au reste, à la suite. Qu'est-ce qui fait que ce genre de révolution qui émane du cœur battant du peuple, ce n'est pas de la démagogie de le dire. À mon avis, comment ça se fait que ça dégénère? Alors, à mon avis, les processus qui ont été mis en place en Tunisie manquaient d'ancrage dans la population. Exactement la faiblesse de notre hirak. Ce qui veut dire que il y avait une masse, il y avait un mouvement, il y avait de l'énergie qui était déversée. Mais en termes d'ancrage dans la société, d'organisation dans la société, et pourtant en Tunisie, le GTT est une institution, c'est une force sociale qui est très forte. Mais elle a joué très négativement dans la suite. Elle a joué dans les deux. Par le biais, le recours aux grèves, elle est devenue une sorte de décideur. Un maître des horloges. Ah, c'est une force essentielle. Mais elle n'a pas été dans le bon sens, dans le sens de la révolution, bien au contraire. C'est une force essentielle. Elle a beaucoup joué pour la chute de Ben Ali. Elle a beaucoup pesé pour la chute de Ben Ali. Mais par la suite... Mais après, elle a beaucoup joué pour l'émergence de ses propres relais. Alors, là, c'est la question de l'articulation entre les revendications politiques, et ça, on y est confronté, on y sera de plus en plus confronté. Oui. C'est l'articulation entre le projet politique et les attentes de vie normale, de vie quotidienne. Les aspirations collectives de M. Toulouse. Voilà. J'évite d'utiliser social parce que social, on renvoie à société. Oui. Ça ne renvoie pas à syndicat, ça ne renvoie pas à pouvoir d'achat, etc. Quand on dit social, ça veut dire qu'on fait société. Oui. Et malheureusement, il y a un abus de langage. Dès qu'on parle des conditions de vie, etc., on dit c'est du social. Non, c'est pas ça le social. Oui. Le social, c'est de faire société, c'est de faire contrat ensemble. C'est ça le... Donc, cette articulation n'a pas été faite. Et nous-mêmes, nous sommes confrontés à ça. Comment articuler les aspirations politiques, la transition politique, le changement de régime qu'on appelle de nos voeux, que nos vis-à-vis considèrent comme du terrorisme ou de la trahison, pour le moment, tant qu'on ne leur a pas imposé par le rapport de force. Parce qu'il arrivera un moment
où ils reconnaîtront que la transition est une nécessité parce que le rapport de force va leur imposer. Et c'est pour ça qu'un Tebboune est foncièrement opposé à la transition. Parce que la transition, parce que le rapport de force comme aujourd'hui, l'indique sa première lettre, la transition est l'instant T de la révolution. alors c'est un moment. Justement, Oui. l'une des leçons de l'expérience tunisienne, c'est que la transition est dans la durée. La Tunisie est toujours dans un moment de transition. Elle est toujours dans un moment de transition. Contrairement à nous. Nous aussi, on est dans un moment de transition. Mais c'est un moment de transition qui ne se voit pas, qui ne se manifeste pas dans la vie politique. Alors pourquoi je dis que nous sommes dans un moment de transition? Parce que le pouvoir n'a pas réussi à stabiliser une nouvelle base sociale et n'a pas réussi à mettre en place des dynamiques pérennes qui entraînent la société. Mais chez nous, il a réussi par la répression, oui, par l'article 87 bis, comme par la déchéance de la nationalité, à réellement mettre en veilleuse, et je suis gentil, oui, le Hirak tout entier, qui n'existe plus. Comme en Tunisie, la différence avec la Tunisie, c'est que la société civile tunisienne est plus dynamique. Oui. Elle est plus autonome. Alors que notre société civile est vraiment très affaiblie et très désarticulée. Alors, nous allons écouter M. Tebboune, 3 vidéos que nous allons passer l'une après l'autre pour pouvoir en discuter tranquille. Alors, la SB6, s'il vous plaît, d'abord. لما تكلمت مع مسؤول كبير في أوروبا قلت لهم الضغط هذا ماشي مليح. يجي وزير خارجية يقول لازم دير حكومة، لازم دارك روح ديرها في دارك، واش دخلك هذاك راه مستقل حر. كما احنا قالوا علينا لازم مرحلة انتقالية، روح دير مرحلة انتقالية عند عائلتك ولا في لو تيلي ولا واش دخلك فينا حنايا. هذه لازم. لازمنا في الفكر الاستعماري. تونس دولة حرة. إذا كان الشعب التونسي يقول لازم لازم. الشعب التونسي يقبل حاجه انت ما عندك ما تتفرض عليه العكس. هذه لي ريلاسيون هذه دو فاساليزاسيون دو تو لي بيي طبعا سي با ريبوبليكان سي مونارشيك. باش نتداخل في الامور الداخليه تاع تونس حنا محرمينها على انفسنا ماشي معنانا. ما ندخلش في امورهم الداخليه. باش مساندين تونس باش تخرج من النفق. انا نشهد للرئيس قيس أنه إنسان مثقف ديمقراطي وطني إلى النخاع. إن شاء الله دائما نلتقي في كل المواقف ونلتقي لنصنع التاريخ معا، ونحن هذا الأهل واحد أسرة واحدة. اللي يجيب الإرهاب لحدا تونس ولا باش يهدد به تونس نخلو له الخيمة تاع والديه. اللي يجيب الإرهاب لحدا تونس ولا باش يهدد به تونس نخلو له الخيمة تاع والديه. Alors, je traduis pour Hassan qui n'a pas un bon accès à la langue arabe. Là, il dit celui qui ramènera le terrorisme en Tunisie, c'est-à-dire aux frontières de l'Algérie, nous ravagerons la tente l'khema, la tente de ses parents. Ça veut dire c'est encore d'un niveau, je ne vous dis pas. En fait, lui considère, M. Tebboune, c'est une question pour les deux invités, que la révolution du peuple, comme le Hirak, pourtant qu'il avait baptisé le Hirak al-Mubarak, toute revendication par le peuple de sa souveraineté sur son propre destin, c'est du terrorisme. Petit mot. Oui. Chez nous, on dit تسليت ذي تحضر خالتي. شكون اللي شكرك العروسه؟ يما قدام خالتي. On le dit aussi en dialectal. Voilà, شكون يشكرك امك ولا خالتك؟ Voilà. شكون يشكر العروسه امها ولا خالتك؟ Voilà. Ils sont copains comme coquins, ils sont ensemble. Alors il dit aussi nous ne mêlons pas des affaires qui ne nous regardent pas, nous soutenons la Tunisie, c'est très bien.
Mais dans le même temps, tout le monde sait que à un point où les Tunisiens aujourd'hui n'aiment plus les Algériens. Ils généralisent, hein, ils personnifient l'Algérie par Tebboune. Ils considèrent que parce que Tebboune et l'armée et la junte font même basse sur la décision politique algérienne en échange de petits privilèges, de petites aides, comme le pétrole, le gaz, quelques petites subventions par-ci, par-là. Il se comporte un peu comme le patron en Tunisie, et les Tunisiens voient ça très mal. Et donc il dit, nous soutenons la Tunisie, mais néanmoins il laisse entendre qu'il veille à la... Et que l'ingérence est émirati et marocaine. Voilà, Hassan, je vous laisse vous exprimer sur ça en moins de 4-5 minutes, s'il vous plaît, pour pouvoir continuer. Oui, je pense que Abdelmajid Tebboune a réagi un peu avec émotion. On le voit d'ailleurs avec ses gestes et tout ça. Et en même temps, il dit que pas d'ingérence en Tunisie. Et en même temps, il montre bien qu'il soutient le Kais Saïd dans la mesure où il le présente comme étant quelqu'un de bien, comme un démocrate, etc. Donc, c'est une espèce d'injonction contradictoire. C'est-à-dire, d'un côté, il ne faut pas d'ingérence, d'un côté, il montre bien qu'il soutient le régime de Saïd Kaïs. Donc, il y a effectivement une réaction un peu épidermique, mais je l'explique par le fait que les Algériens, aussi bien au niveau du pouvoir qu'au niveau du peuple algérien, on sait très bien que ce qui peut se passer en Tunisie peut déteindre sur l'Algérie et inversement. Donc il va de soi que si les officiels algériens voient encore une espèce de seconde révolution du jasmin, des droits de l'homme, appelons-le comme on veut, une révolution démocratique, eh ben, il va de soi que ça peut donner des idées aux jeunes Algériens dans la mesure où il y a une proximité, et il y a des allers-retours, vous l'avez souligné rapidement, mais le tourisme en Tunisie qui était une des premières sources du pays et qui s'est complètement asséché au niveau de l'Europe, notamment, et a été remplacé par des Algériens. Donc on voit très bien quand même qu'il y a un lien économique extrêmement important, sans compter ce que vous avez aussi signalé, les aides au niveau de l'électricité, au niveau de subventions, au niveau de prêts de l'argent. Or, justement, ce qui se passe en Tunisie et dans beaucoup de pays du reste, c'est que la révolution démarre pour des raisons économiques, des raisons de précarité économique. Et à la précarité, justement, économique d'un peuple répond l'hyperbole du social, l'hyperbole de la solidarité, entre les différents groupes, y compris parfois ça réunit les différentes classes sociales. Ça a été le cas justement en Tunisie en 2010-2011, et ce qui risque de se passer aujourd'hui, c'est une reprise. Comme nous en Algérie, on attend la reprise du Hirak. Donc il va de soi que il y a une inquiétude du côté de l'Algérie, mais pas seulement du côté de l'Algérie. Hein. Je suppose que ce qui se passe en Tunisie est observé aussi bien par les Égyptiens, par les pays limitrophes, les pays du Moyen-Orient, par le Maroc aussi. Il y a aussi des manifestations fréquentes au Maroc. Hein. Et très souvent, d'ailleurs, ça commence par des histoires d'ordre économique et puis répression, après ça devient politique, c'est ce qui est tout à fait normal. Mais moi, je considère qu'il n'y a ni échec en Tunisie, ni échec en Algérie, ni au Maroc, du reste. Je considère que ce qui s'est passé, les mouvements sociaux qui ont eu lieu dans ces pays et dans d'autres,
Mais évidemment, ce sont des apprentissages, ce sont des moments forts sur le chemin du succès, sur le chemin de la réussite. Il faut rappeler aux téléspectateurs qui connaissent un peu l'histoire de la France pour les raisons que chacun sait, la démocratie n'est pas arrivée comme ça, hein. Il a fallu des générations et des générations. On a vu des retours après 1789, la Révolution française, on a vu des retours à plusieurs fois, plusieurs reprises à l'ancien régime. C'est uniquement à partir des années 1870, avec Napoléon III qui a été carrément chassé, que les républiques ont commencé à se stabiliser peu à peu, et puis jusqu'à arriver à la Ve République. Et on voit aussi comment aujourd'hui la démocratie est quand même menacée, même dans un pays comme la France, avec une tradition démocratique, des courants politiques en présence, etc., de liberté d'expression. Mais voilà, tout est fragile. Tout est fragile. Nous devons, comme disait mon ami Mohamed Baki, il faut qu'on prenne leçon de ce qui se passe ailleurs, et notamment là, en Tunisie. Et je crois qu'on doit observer ce qui se passe en Algérie avec ce qui se passe aussi dans les pays voisins. Très bien. Mohamed, même question, même approche. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet ami algérien, appelons-le comme ça, ce protecteur, en tout cas celui qui s'impose, qui se dit le protecteur de la Tunisie, dans une configuration géostratégique où il s'est fait des ennemis de tous ses voisins. C'est le dernier, la Tunisie officielle. Je dirais Magortia Jarti. Magortia Jarti. Voilà. Alors, je précise quelque chose avant de vous laisser la parole. Qu'est-ce qui explique ce ras-le-bol des Tunisiens, très largement exprimé, dans la rue, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, non pas du régime algérien, mais de toute l'Algérie, régime et peuple y compris, au point où la manne touristique, la dernière manne qui reste à la Tunisie en ce moment, d'importance, de touristes algériens qui seront tous en Tunisie. Quasiment aujourd'hui, presque tous les touristes qui peuvent se le permettre vont en Tunisie. Mais il s'est passé je ne sais pas quoi, je ne veux pas parler d'incivisme ou d'incompatibilité d'humeur, mais il se passe qu'aujourd'hui, il y a une campagne en Algérie demandant aux Algériens de ne plus se rendre chez les Tunisiens, et en Tunisie demandant aux Algériens de ne plus venir chez eux. Pour vous dire à quel point c'est un peu difficile parce qu'il faut juste connaître un petit peu nos concitoyens de l'Est pour voir qu'il est difficile de séparer ce qui est algérien de ce qui est tunisien. Et quand on connaît nos concitoyens de l'Ouest, on voit qu'il est difficile de séparer ce qui est marocain et ce qui est... Évidemment, parce qu'il y a des liens de sang. Non, même d'un point de vue empreinte culturelle, etc. Vous prenez nos concitoyens de Skikda, de Annaba, etc. Ils ont une proximité Tébessa, Loued, très forte avec nos frères tunisiens. Quand on va du côté de Oujda, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on laissait la réalité se révéler et s'exprimer, s'épanouir, les choses seraient simples. Les choses seraient simples. Or, c'est les appareils qui créent le problème. C'est-à-dire que quand Kais Saïd, quand on le voit, déjà nous, en tant qu'Algériens, on est un petit peu révulsés. J'imagine que pour les Tunisiens, c'est un peu pire. Oui, c'est plus épidermique. C'est à peu près nos réactions face à M. Louali Tebboune. Le Wali, vous avez dit. Oui, j'ai dit le Wali. Pour vous, il reste un Wali. C'est plus un comportement de Wali. Il a été aussi chef de derrière. Pourquoi vous ne... Non, disons que c'est un Wali. Il a plus un comportement de Wali, même dans le style, le fait de crier sur les gens, le fait de faire la petite phrase, etc. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas un moment où une vision transparaissait dans le propos de M. Tebboune, ou une approche, par exemple, quand il parle de la Tunisie. Le sort de la Tunisie nous concerne. Le sort de tous les pays qui ont une frontière avec nous concerne. Et on ne peut pas s'en laver les mains. On ne peut pas dire « Ah non, les Tunisiens, ils ont choisi, donc c'est réglé ». Ça ne veut pas dire qu'il faut s'ingérer. Ça veut dire qu'il faut construire des synergies. Ça veut dire qu'il faut partager des projets.
Par exemple, l'intégration démocratique nord-africaine devrait être un projet qui rassemble tout le monde. Pourquoi? Parce que nous avons les mêmes problématiques. Nous avons les mêmes problématiques de transition. Nous avons des États hérités de la colonisation, des États autoritaires, des États rentiers, et nous comprenons très bien de plus en plus le lien qu'il y a entre la question démocratique, la question des droits, la question des libertés et le développement économique. Le lien est intrinsèque. Hassan peut-être pourra mieux en parler que moi. Et le sort de nos pays dépend de ça. Or, à quoi on assiste? On assiste à un genre d'autarcie. D'abord, l'Algérie n'a plus de projet, du moins n'a pas un projet lisible et qui soit intelligible d'abord pour nous en tant qu'Algériens et pour nos partenaires. Ensuite, on a des attitudes tacticiennes, de calcul, etc. L'attitude de l'Algérie... Sur lesquelles ils reviennent. Ils sont brouillés avec l'Espagne, ils sont revenus. Ils sont brouillés avec la France, ils sont revenus. Ils sont brouillés avec le Mali, ils sont revenus. Disons que la rive Tout nord, ça pour ça, finalement. Disons que la rive nord de la Méditerranée, c'est une seconde tranche. Mais lorsqu'on voit le rôle que nous jouons, que l'Algérie joue en Libye, et que l'Algérie a joué en Libye, c'est une catastrophe. Oui. Le rôle qu'elle joue en Tunisie, c'est une catastrophe. Oui. Parce qu'elle appuie un mécontentement, elle appuie des mesures de coercition par rapport à la population, etc. Et elle soutient un président qui est très mal vu par quasiment l'ensemble de la population. Mais on sent qu'elle le porte à bout de bras. Mais bien, oui. on sent qu'elle le porte à bout de bras. C'est un peu comme si elle l'imposait. Et quoi qu'on en pense de Marzouki, quoi qu'on en pense. Mais elle s'ingère dans le débat tunisien. Oui. Lorsqu'elle commente le propos de l'ancien président de Tunisie et qu'elle en fait les unes de ses journaux. Makhzen, Émirat. C'est de l'ingérence. Le Makhzen, nous sommes condamnés à nous entendre avec le Maroc. Nous sommes condamnés à nous entendre avec le Maroc. Et le Maroc est condamné à s'entendre avec l'Algérie. C'est élémentaire. Absolument, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Maintenant, comment s'entendre? Autour de quoi s'entendre? Quels sont les projets qui peuvent nous permettre d'avancer? Quelle est l'entente qu'il faut construire? Ça ne veut pas dire qu'il faut s'effacer, ça ne veut pas dire qu'il faut... qu'il ne faut pas se défendre, qu'il ne faut pas défendre ses intérêts. Par exemple, le discours expansionniste marocain est inacceptable pour tout Algérien. Oui. Il n'y a pas un Algérien, à mon avis, il n'y a pas un Algérien qui peut admettre le discours, les conceptions expansionnistes Sahara Sharqiya, le fameux concept de Sahara Sharqiya. Oui. C'est inacceptable. Mais entre inacceptable et entre construire une situation où nous dépassons ces visions-là. Mais il faut dire que c'est l'Algérie, enfin que c'est le régime algérien qui a donné le bâton pour le battre. Le problème du Sahara, à la limite, s'il était sincère, c'est historique. Le Sahara occidental, s'il était sincère d'apporter un soutien à un peuple qui veut s'autodéterminer. Oui, Sahara Sharqiya. Mais ça a commencé par ça. L'Algérie a commencé par le complot. Non. Avant que ça arrive, non, ça existait avant. Ah bon? C'est Abdel Fassi. Oui, ça c'est vieux. Mais tout le monde sait que c'est irréalisable, que pas un Algérien n'accepterait de perdre 1 centimètre carré. Mais l'intelligence politique, c'est quoi? L'intelligence politique, c'est de faire de sorte à dépasser cela, à construire des intérêts communs, des intérêts mutuels, de sorte à ce que ça disparaisse. Oui. Parce que, il faut y aller, il faut que les peuples prennent en main. Sahara Sharqiya peut devenir marocaine, en même temps que Sahara Al-Gharbiya devient algérienne, en même temps que Oujda devient marocaine et Fès devient algérien. Si on construit un Maghreb, ça va être ça. Oui. Ça va être ça. Un Maghreb dans les frontières admises après la colonisation. C'est un principe sacro-saint. On n'a pas d'autre choix que de le prendre en référence. Or, nous n'avons pas cette intelligence-là. Malheureusement, nous ne l'avons pas. On ne nous a pas permis de l'avoir. Or, c'est notre devenir. Oui. Alors, comme il ne reste pas beaucoup de temps, je me permets de vous interrompre, je vais vous poser une question très lourde que je vous poserai à l'un et l'autre. Ce sera le dernier tour de micro. Hassan, Monsieur Tebboune, dans la tragédie libyenne. Kadhafi était un dictateur, il n'y a aucun doute là-dessus. Il faisait la loi dans ce pays. Ces injustices commises contre le peuple libyen étaient insondables.
Moi, j'en sais quelque chose. J'ai été en Libye à plusieurs reprises et j'ai vu de mes yeux. Mais ceci n'empêche pas que, au nom de la libération des peuples, etc., de l'OTAN, de M. Sarkozy, etc., se cacher d'autres choses, il s'est passé ce qui s'est passé. Ils ont liquidé Kadhafi, mais ils l'ont remplacé par la pagaille, l'anarchie, le crime organisé et l'ingérence de puissances qui ne veulent pas de bien au peuple et qui sont très étrangères à la région. Les Russies, les Russes, les Turcs, les Émiratis, et qui ont transformé ce pays en enfer. Or, ce pays, ma question est un peu longue, je m'en excuse. Ce pays, Hassan, il est aux frontières les plus stratégiques de l'Algérie. Et l'Algérie s'est interdit d'intervenir, d'interférer, de s'ingérer, alors que dans ce pays, il y avait des Turcs, des Russes, des Français, des terroristes émiratis, tout ce qu'on veut, à sa frontière. Et elle s'est dit, non, non, moi je n'interfère pas dans la souveraineté du peuple, etc. D'abord, c'est incompréhensible, mais à la limite, on peut comprendre, c'est une doctrine. Sauf que pour la Tunisie, c'est tout à fait le contraire. Alors qu'en Tunisie, ce n'est pas des étrangers, ce ne sont pas des Russes, des Turcs, des Émiratis, c'est le peuple tunisien. Même si les Émiratis veulent se servir de lui pour essayer d'arriver à des fins ou d'autres, tout le monde sait que le niveau politique et la conscience politique des Tunisiens est à un très haut niveau et que personne ne peut manipuler le peuple tunisien. Alors là, Monsieur Tebboune, et c'est ma question pour tous les deux, M. Tebboune se pose en arbitre, en maître des horloges, en proconsul, en arbitre des élégances, et c'est lui qui décide que ceci est bon, que c'est mauvais, que là on peut intervenir, que là on ne peut pas intervenir. Est-ce que vous y avez compris quelque chose, Hassan? Et si oui, expliquez-nous à votre tour. Écoutez, mon avis est très simple pour cette question compliquée. D'abord, pour la Libye, c'est extrêmement délicat parce que ça signifie que l'armée algérienne devrait entrer en Libye, ce qui n'est pas effectivement dans la conception de l'Algérie de gérer le problème de voisinage. Je dis ça parce que les Turcs sont présents militairement, les Russes sont présents militairement, les Égyptiens sont présents militairement, les Français, les Américains, les Turcs, les Émiratis, ainsi de suite, ils sont présents militairement. Et donc, rajouter une présence algérienne, je ne sais pas ce que ça aurait pu donner. Je suis pas sûr. Même je suis sûr du contraire, que ce soit une solution pour l'Algérie, pour un apport algérien à la Libye. Alors, concernant la Tunisie, effectivement, c'est autre chose. Moi, je pense que le gros problème entre l'Algérie et la Tunisie, c'est que tout se passe au niveau des États et même des chefs d'État. C'est-à-dire que les relations n'existent pas en réalité entre la Tunisie et l'Algérie, parce que les syndicats ne travaillent pas ensemble, les universités ne travaillent pas ensemble, les entrepreneurs ne travaillent pas ensemble, les étudiants ne travaillent pas ensemble. Toutes les dynamiques qui auraient été possibles et qui auraient justement donné une autre image des Algériens en Tunisie et une autre image des Tunisiens en Algérie, malheureusement, on n'a pas donné la possibilité. Alors, avec l'entente entre les deux pays, normalement, on devrait voir des centaines et des centaines de Tunisiens investir en Algérie, étudier en Algérie, soigner en Algérie, et inversement, des Algériens investir en Tunisie, soigner en Tunisie, enseigner en Tunisie, etc. À partir du moment où les sociétés civiles s'ignorent, il va de soi que ça arrive à une ignorance carrément des uns et des autres, je dirais même une méfiance. Et quand vous dites que le peuple algérien est haï par les Tunisiens, il y a plusieurs facteurs. Il y a ce que je suis en train de dire, mais il y a aussi le fait que les touristes algériens ont remplacé les touristes européens. D'abord, les touristes européens ont une tradition de tourisme et ils se comportent complètement différemment. Ils ont plus d'argent et ils respectent
beaucoup plus les commerçants, les artisans, les taxis, les machins, ceux qui les servent en Tunisie. Et c'est exotique pour eux, ils arrivent, alors que les Algériens, ils arrivent un peu arrogants, ils comparent leur pays au pays où ils mettent les pieds, et ainsi de suite. Donc, ça crée effectivement des incompréhensions, ça crée des tensions, et c'est tout ça qu'il faut travailler. C'est dans ce sens qu'il faut avoir des perspectives, comme disait Mohamed Bakir. C'est un manque de perspective, un manque de cap. Et pour le moment, c'est du bricolage, c'est des ententes au sommet. Et ça ne peut pas ruisseler. Et si ça ruisselle d'ailleurs, ce n'est pas forcément de façon positive, parce que il y a la paranoïa des services, la paranoïa des États, des institutions, etc. Il y a une méfiance, alors même qu'on se dit amis, qu'on se dit frères, etc. On l'a vu avec les pays dits arabes, avec les pays du Golfe, etc. On avait l'impression que la Ligue arabe, ça y est, c'était carrément les États-Unis de ces pays-là. Mais on a vu que tout ça est faux, tout cela est factice, tout cela n'est pas sincère, tout cela c'est de l'idéologie, c'est du verbiage. Donc, il faut passer à autre chose, au concret. Laisser les jeunes travailler ensemble, laisser les entrepreneurs travailler ensemble, laisser les chercheurs travailler ensemble, etc. Et on devrait passer d'ailleurs avec une simple carte d'identité, M. Benchenouf. Pourquoi le passeport entre Tunisiens et Algériens? Normalement, la Tunisie devrait être notre pays et l'Algérie devrait être le pays des Tunisiens. Merci Hassan. Merci. Alors, il nous reste quelques minutes. Mohamed Bakir, dernier tour de micro. Pour la Libye, je vous dirai ma position qui est inchangée depuis 2011 et que j'ai défendue publiquement à l'époque. Pour moi, l'Algérie et l'Égypte devaient intervenir en Libye. Elles devaient intervenir pour un objectif très simple. C'était la prise de contrôle des armements de Kadhafi. Des armements qui commençaient à être disséminés et que Sarkozy and compagnie a appelé de leur vœu pour qu'ils aillent un petit peu partout, pour que cet armement soit disséminé dans la région, pour que la déstabilisation soit totale. J'ai défendu ce point de vue en 2011 et je continue à croire que c'est la position qu'il fallait tenir. Il fallait le faire avec les Égyptiens. Malheureusement, pourquoi avec les Égyptiens? Parce que les Égyptiens ont une frontière et nous avons une frontière. Sans nous immiscer dans les affaires des Libyens. Oui. Juste prendre le contrôle des arsenaux militaires, que les armes soient disséminées. Un peu partout. C'est ce qui s'est passé. Et que les Libyens se battent à coups de canif, et qu'ils règlent leurs problèmes comme ils savent les régler. Or, ils sont devenus des seigneurs de la guerre dans une situation très complexe. Ça, c'était une solution palliative. Pourquoi? Parce que l'Algérie bloque la mise en place de l'architecture africaine de paix et de sécurité, qui prévoit des brigades d'intervention au niveau régional. Il doit y avoir une brigade nord-africaine qui aurait pu intervenir au Mali au moment du coup d'État, qui aurait pu intervenir au Niger, etc. L'architecture africaine de paix et de sécurité a des mécanismes qui sont bloqués, et l'Algérie, qui a assumé le commissariat à la paix et à la sécurité, Chergui, Amamra, etc., ils étaient les patrons de ce dispositif, bloquent ces dispositifs-là. Ce qui veut dire que l'armée algérienne, elle peut intervenir dans notre voisinage, dans ce cadre-là. Elle pouvait, elle ne le peut plus. Elle ne l'a pas fait. Elle le peut toujours. Mais elle s'interdit pour l'un ce qu'elle s'autrise pour l'autre. Alors, c'est une vassalisation, ce qui se passe. Je le redis. C'est une vassalisation délibérée, assumée. Oui, dans le cas tunisien, c'est ça. Or, l'enjeu sécuritaire et l'enjeu économique pour nous est de loin moins important en Tunisie qu'en Libye. Oui. C'est ça aussi le paradoxe. Oui. Ce qui se passe en Libye nous impacte beaucoup plus que ce qui peut se passer au niveau tunisien. Peut-être que parce que c'est le dernier allié. Ce n'est même pas un allié. C'est un mauvais vassal. Voilà. C'est un mauvais vassal. C'est le dernier vassal de l'Algérie dans la région. Et par rapport à ce que disait Hassan, il y a une personnalité, c'est quelqu'un que je ne connais pas, mais pour lequel j'ai une très grande admiration, et qui, dans la trajectoire et le sort, montre
cette difficulté qu'il y a entre l'Algérie et la Tunisie. C'est Selim Atoumani. Selim Atoumani, qui est algéro-tunisien, qui est un grand entrepreneur, qui est venu en Algérie pour investir, etc. Et ils l'ont chassé. Ils ont fini par le chasser. Oui, il est même passé par la case prison, il me semble. Non, pas lui. D'accord. Mais il y a eu d'autres affaires algéro-tunisiennes qui étaient un peu dans cette dynamique bilatérale. C'est les Jourouba. Celui qui avait la fameuse chaîne de télévision, entre autres. La fameuse chaîne de télévision tunisienne, pas de son nom, très connue, qui passait par la case... Nesma TV. Nesma TV. Et d'autres encore. Ouais. Eh ben, voilà. Merci Mohamed Bakir, merci Hassan Hirsch, merci à vous chers amis de nous avoir suivis, passez une bonne soirée.